Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de février. Alors qui dit mois de février dit aussi la Saint-Valentin, une fête ultra commerciale mais que j'adore tout particulièrement et qui est l'occasion parfaite pour regarder une comédie romantique en couple ou pas, évidemment si vous aimez vous faire du mal. Pour venir à nos moutons, aujourd'hui et comme dans l'épisode sur l'horreur, je vais vous parler de mon rapport à ce genre cinématographique, donc qui est les rom-coms ou plus particulièrement les films d'amour, les comédies romantiques. Alors contrairement à l'horreur, j'ai jamais eu trop de mal avec ces films-là, et c'est quelque chose que j'aime assez bien regarder, surtout quand c'est bien fait, et quand ça raconte quelque chose au-delà d'être une histoire d'amour. Alors avant de vous donner des recommandations ainsi que mes avis personnels, parce on est quand même là pour ça, selon mon compte Letterboxd, j'ai vu 160 films considérés comme des comédies romantiques. Donc sur Letterboxd, c'est classé avec des sortes de genres, des tags. C'est donc un chiffre approximatif, mais qui représente quasiment un dixième des films que j'ai vus dans ma vie. Donc j'étais assez étonné en voyant cette stat, parce que je pensais pas en avoir vu autant. Mais encore une fois, il y a des films qui sont un peu considérés comme, ou du moins c'est un peu un deuxième genre, même s'ils sont pas forcément comédies romantiques au sens premier, quoi. Alors la romance, et pour ceux qui connaissent un peu, c'est un genre qui est très représenté au cinéma, mais ses formes varient en fonction des thématiques, des personnages, et plus globalement de l'histoire qui est racontée. Donc ça peut être sous plein de manières différentes. On peut aller du truc le plus cucu possible au plus profond, enfin bref. Il y a beaucoup de genres et de films de comédies romantiques qui sont très différents entre elles. Alors ici, je vais parler de comédie romantique, mais pas forcément au sens littéral du terme. C'est un peu comme l'horreur, c'est pas forcément à ce qu'on s'attend en premier. Donc dans le sens où tel ou tel film, il raconte une histoire romantique, ou une histoire entre deux personnages, sans forcément en avoir les codes premiers, auxquels on pourrait penser lorsqu'on parle de comédie romantique. Évidemment, et je préfère le préciser à chaque fois, les films que je parle dans le podcast sont les films que j'ai vus. Évidemment, je n'ai pas vu toutes les comédies romantiques les plus connues, même en général, il y en a beaucoup trop. Mais celles que je vous parle dans ce podcast, il y en aura quand même pas mal, et c'est que des comédies romantiques que j'ai vues. Donc c'est vraiment, je les connais et c'est pour ça que je vous en parle. Bref, vous connaissez ma passion pour les listes, donc je vais d'abord commencer par les plus connus, ou du moins les films romantiques qui parlent le plus aux gens, pas forcément les plus mainstream, mais un peu les classiques, on va dire, de la comédie romantique, ou du moins qui s'en rapprochent. Je commence donc cette petite liste de films connus par Grease, sorti en 1978 et réalisé par Randall Kleiser. Comme d'habitude, je vous parle des films sortis dans leur ordre chronologique, donc du plus ancien au plus récent. Alors Grease, c'est un film que j'ai découvert un peu sur le tard, mais dont j'entendais parler depuis un moment. John Travolta, qui est un acteur que j'aime beaucoup, mais est le personnage principal de ce film avec Olivia Newton-John. Et c'est un film qui est assez spécial, comme j'ai dit, c'est un peu mal vieilli. Les adolescents, entre guillemets, ils ont plus l'air d'avoir 30 ou 35 ans que 18, donc il y a un décalage un peu spécial à ce niveau-là. Les musiques, elles étaient pas mal, je pense que c'est un des points les plus positifs du film, en tout cas qui m'a fait retenir une bonne chose du film Grease, quoi. Mais c'est vrai que le fait que les adolescents soient joués par des adultes, ça fait un peu spécial dans le contexte où ils vont à l'école, tout ça, mais bref, c'est un peu spécial. C'est peut-être que moi qui pense ça, mais du coup voilà, j'ai mis un petit 3 étoiles sur 5, mais franchement Grease, c'est un peu un classique de la comédie romantique à voir, je pense au moins une fois, sachant qu'il y en a un deuxième, il me semble que j'ai pas vu, je sais pas ce que ça donne, mais bref, voilà, je commençais cette petite liste avec Grease. Maintenant, je vais vous parler d'un film français sorti en 1980, réalisé par Claude Pinoteau. Je vais vous parler de La Boum, qui est très très connu, surtout en France. C'est un peu une des références de ce genre-là, qui a aussi propulsé Sophie Marceau quand elle était jeune. Et c'est un film, franchement, que j'ai découvert aussi un peu sur le tard, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même mis 3,5 étoiles sur 5. Mais franchement, j'ai bien aimé cette ambiance, un peu forcément années 80, avec cette romance entre adolescents. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette approche et cette réalisation. Ça manque un peu de rythme parfois, c'est vrai, mais en vrai de vrai, le film a bien vieilli dans l'ensemble, et puis y a quand même des musiques des musiques et des scènes plutôt qui sont assez iconiques maintenant. Franchement, La Boum, c'est comme pour Grease, il y a un numéro 2 que j'ai pas vu et je sais pas ce que ça donne, mais franchement j'ai bien aimé le 1, donc je sais pas si je verrai le 2, mais franchement voilà, je pense que tout le monde connaît La Boum et c'est un peu un classique français de la comédie romantique. Je vais maintenant vous parler d'une comédie qui est beaucoup appréciée des années 80, sortie en 1987 et réalisée par Émile Ardolino. Je vais vous parler de Dirty Dancing. Alors je pense que tout le monde connaît, c'est une des références dans le genre, avec Patrick Swayze notamment. Ça aussi je l'ai découvert un peu sur le tard, mais franchement j'ai beaucoup aimé, c'était une belle découverte en général, et franchement j'étais un peu sceptique parce que au vu de l'affiche je m'attendais un peu à un truc cul, tout ça, et au final ça va, j'ai bien aimé l'histoire et les personnages, franchement c'était vraiment sympa. Les danses pareil, franchement j'étais un peu, j'ai bien aimé les chorégraphies, quoi, et forcément la BO qui accompagne les danses et les personnages m'a beaucoup plu, et j'ai mis quelques musiques dans ma playlist parce que j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, ça c'est un classique des années 80, c'est une des références les plus connues. C'est notamment pour ça que je l'ai mis dans cette liste, plutôt. Pour ce film, j'ai quand même mis 4 étoiles sur 5, donc c'est passé un step au-dessus de Grease et La Boum. Enfin Grease, après j'ai mis 3, donc c'est vraiment à la limite, quoi.
Voilà, Dirty Dancing, j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est une des comédies romantiques à voir pour réviser ces classiques dans le genre, quoi. Je vais maintenant vous parler d'un film sorti en 1989, réalisé par le regretté Rob Reiner et que j'ai découvert il y a 3 semaines à peu près. Je vais vous parler de Quand Harry rencontre Sally. Alors c'est une comédie romantique assez originale dans le sens où elle casse un peu les codes du genre habituel. Le seul truc étant que j'étais malade ce jour-là, donc j'ai pas profité à fond et j'ai l'impression d'être un peu passé à côté à cause de ça. Donc je pense que je le reverrai un jour où je suis mieux, parce que n'empêche qu'être malade, ça gâche un peu la découverte et l'appréciation d'un film. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un nouveau crush débloqué pour Meg Ryan, l'actrice principale qui joue Sally. Incroyable, franchement, très très belle. Je suis donc un petit peu déçu parce que je suis passé à côté. Mais j'ai aimé, hein, c'est pas le... Il n'y a pas de doute sur ça. J'ai quand même mis 3,5 sur 5, donc c'est quand même plutôt correct. Il y a des beaux plans, il y a un humour tout le long qui fonctionne bien. Vraiment, ça, en fait, ça se regarde tranquille, hein, c'est un truc vraiment très, très chill entre les deux personnages. Il y a des situations qui sont très bien faites, mais j'ai pas été emballé non plus que ça par leur histoire d'amour. Le fait de faire des sauts dans le temps comme ça, c'est pas ma came au cinéma, même en général. Donc Quand Harry rencontre Sally, c'est un film que je reverrai, mais que je conseille parce que c'est vraiment... en fait, c'est un petit bonbon un peu qu'on apprécie. Mais personnellement, je le reverrai parce que le rhume m'avait bien affecté et j'ai un peu trouvé ça long, alors que ça dure qu'1h30. Mais bon, encore une fois, c'était parce que j'étais malade. Maintenant, je vais vous parler de Pretty Woman, sorti en 1990 et réalisé par Gary Marshall. Pretty Woman, c'est un film que j'ai découvert au cinéma sans rien connaître à l'histoire, donc franchement, il y a pas mieux pour découvrir un film. J'ai adoré la romance entre les deux persos, et même si le film est dans cette liste, parce que là, c'est pas la liste de mes films préf, je pense que c'est quand même un film un peu coup de cœur. Je vous parlerai de mes films préférés après justement. Mais franchement, c'était très bonne découverte, très bonne surprise. Je pensais pas autant aimer. C'était un peu comme pour Dirty Dancing, je pensais un peu passer à côté ou pas accrocher avec l'affiche. Et au final, je me suis carrément trompé. C'était vraiment c'était très kiffant. Ouais. Les deux persos, Richard Gere et Julia Roberts, franchement, enfin les deux acteurs plutôt, sont vraiment bons. Il y a une alchimie, il y a un truc entre eux. Enfin, l'histoire, elle est pas anodine, quoi. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette histoire, cette relation et comment elle était racontée. J'ai mis 4 étoiles sur 5 avec un petit cœur, donc c'est franchement, en fait, c'était un coup de cœur, un coup de cœur instantané. Je suis ressorti trop bien, genre, franchement, c'est un film qui fait du bien, quoi. C'est une comédie romantique qui fait du bien, avec une happy ending, enfin bref, c'est un peu encore un bonbon, encore une fois, comme pour le précédent. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et je conseille Pretty Woman. Franchement, ça se regarde tout seul. C'était très bons acteurs. C'est des années 90, donc t'as ce petit style aussi un peu de cette époque-là. Donc franchement, voilà. Pretty Woman, je conseille vraiment fortement. Je vais maintenant vous parler du meilleur film de James Cameron, sorti en 1997. Vous vous doutez que c'est évidemment Titanic. Alors Titanic, c'est un film que j'ai vu 2 fois il y a très longtemps. Vraiment, il faudrait que je le revoie parce que ça fait vraiment un moment que je l'ai pas vu. Mais je pense qu'on est quand même sur la comédie romantique, enfin comédie, le drame romantique plutôt, all time. Franchement, est-ce qu'on a fait mieux en termes de réalisation et d'histoire? Je suis pas sûr. Je pense que le fait de le revoir, ça va me mettre une petite claque parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas vu. J'ai peu de souvenirs du film. Mais évidemment, j'allais pas ne pas le citer dans cette liste. C'est vraiment un des premiers auxquels on pense quand on pense à Histoire d'amour. C'est un long film, c'est 3h17 et quelques, je crois. Mais c'est franchement très bien. Je me lasserai pas de le revoir, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Titanic, DiCaprio, Winslet, franchement, le couple à l'éternel débat sur la porte, et là, enfin, plutôt la planche dans l'eau. Mais bref, on connaît la fin, on sait comment ça se termine, on sait ce qui se passe. Mais niveau réalisation, niveau histoire, c'est très fort. C'est, je pense, un des meilleurs films du cinéma, hein, full time, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors j'ai mis 5 sur 5 sur Letterboxd, c'est un peu une note souvenir. Si je le revois, peut-être que ça baissera, je suis pas sûr, mais on sait jamais, hein, faut toujours se laisser le doute. Mais voilà, Titanic, je pense que c'est un peu le film de drame romantique all time. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, tout le monde connaît au moins 2 noms. Et je pense que c'est un des films à voir absolument dans sa vie, tant pour sa réalisation que pour son histoire et ce qu'elle raconte. Je m'entends vous parler d'un film qui met d'accord tout le monde. C'est un peu un teen movie qui fait du bien, qui est court, qui est sympa, qui a des bons acteurs. Je vais vous parler de 10 bonnes raisons de te larguer, donc en français, réalisé par Gilles Langer. Donc alors c'est un film que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, enfin il y a 1 an et demi. Et c'est un peu lui qui m'a réconforté, enfin plutôt conforté avec les teen movies. Alors c'était pas un truc que je kiffais forcément avant. Et je pense que c'est lui qui m'a fait aimer le genre, étant donné que je pense que c'est un des plus connus dans ce sous-genre-là. Et franchement je peux que le conseiller.
alors je l'ai vu qu'une fois, et j'ai mis 4 étoiles avec le petit cœur sur 5. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est instantané, hein. Pareil, c'est des acteurs que j'aime bien, une histoire que j'aime bien, une esthétique aussi, cette esthétique des années un peu 2000, quasiment 2000, que j'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'est un film que je pourrais revoir sans problème parce que j'ai beaucoup aimé la première fois, et je pense que j'aurais pas de mal à aimer et à apprécier une deuxième fois. C'est vraiment un film qui aspire la joie de vivre. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu et on peut tous se mettre d'accord sur ce point-là. C'est que c'est vraiment un film qui fait du bien et qui est good vibe du début jusqu'à la fin, quoi. Donc ça révolutionne pas forcément le genre parce que c'est un peu un truc classique, histoire avec des lycéens et tout, des sortes de rivalités amoureuses. Mais franchement, j'ai passé un hyper bon moment devant. Et même si c'est simple, t'as tout cette esthétique et cette ambiance dedans qui est assez particulière dans le sens où c'est un petit bijou, quoi. Encore une fois, c'est un petit bonbon qui se regarde tout seul et c'est franchement sympa, ça fait du bien. Enfin bref, je peux que ne conseiller 10 bonnes raisons de te larguer. Pour conseiller une autre comédie romantique avec Julia Roberts, et là, Hugh Grant, je vais vous parler de Coup de foudre à Notting Hill, sorti en 1999 et réalisé par Roger Michell. Alors c'est un film que j'ai aussi découvert sur le tard, c'est pas un des premiers que j'ai vu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas autant aimer non plus. Je l'ai vu avant Pretty Woman et j'avais déjà beaucoup aimé, donc celui-là. Pretty Woman, j'ai forcément bien plus aimé par la suite. Mais celui-là était déjà vraiment bien. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé le personnage de Julia Roberts qui joue dans ce film une sorte de star qui rencontre un libraire un peu perdu, on va dire. Alors j'ai beaucoup aimé. C'est un peu classique. Mais franchement, voilà, j'ai mis 4 étoiles sur 5 avec le petit cœur, encore une fois. En fait, c'est le genre de film où je me dis que l'affiche, elle me fait dire, bon, peut-être pas, enfin, peut-être que ça va pas me plaire. Et au final, en fait, je me trompe carrément. Et c'est normal, hein, l'affiche ne fait pas tout, faut pas se fier à une affiche. Coup de foudre à Notting Hill, c'est un des classiques de cette liste, forcément. Beaucoup de gens l'ont vu, ça parle à quasiment tout le monde, je pense. Et c'est très très cool à voir. Ça se regarde tout seul, pareil. Et puis, entre lui et Pretty Woman, je conseillerais les deux. Ma préférence étant quand même pour le deuxième. Et voilà, je pense que c'est une très bonne comédie romantique. Pour ceux qui aiment Noël et les comédies romantiques, vous avez certainement regardé Love Actually, sorti en 2003 et réalisé par Richard Curtis, à qui on doit beaucoup de bons films. Franchement, c'est un mec qui est très très fort, notamment pour About Time, que j'ai beaucoup aimé. Alors Love Actually, c'est un film que j'ai vu un peu sur le tard aussi. C'est pas une des premières comédies romantiques que j'ai découvert. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pareil, 4 étoiles sur 5 avec un petit cœur. C'est assez réconfortant. C'est voilà donc un film qui se regarde à Noël ou à la Saint-Valentin. Ça peut faire un peu les deux ou voir les deux fêtes, hein, pourquoi pas. Alors le casting est juste fou. Je pourrais pas citer tous les acteurs tellement il y en a des bons. À chaque fois, j'étais surpris de voir telle ou telle tête. Enfin bref, c'est un film qui rassemble beaucoup d'acteurs des années 2000. Alors c'est des couples plus ou moins fidèles, hein, dans l'histoire. C'est franchement des histoires d'adultère et de relations un peu cachées. Mais c'est une ambiance de Noël assez respectée. Et c'est pas non plus une comédie romantique de Noël, un peu à l'eau de rose, à laquelle on s'attend et qu'on a déjà vu 30 000 fois. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pensais pas non plus, parce que c'est un peu le genre de film qui me bloque, encore une fois au niveau de l'histoire ou de l'affiche. Mais franchement, avec le casting et l'histoire et un peu toutes les situations par lesquelles on traverse, c'est franchement très bien. Et c'est réconfortant, encore une fois. Il y a quelques moments très clichés, mais en vrai, ça se laisse regarder. C'est sympa. C'est un très bon film, comme je l'ai dit, pour les fêtes ou pour regarder en couple. Et franchement, Love Actually, je conseille. Pour l'avant-dernier film de cette liste des films les plus connus dans le genre comédie romantique, je vais vous parler d'un film qui est beaucoup apprécié et que je suis passé carrément à côté jusqu'à le trouver carrément surestimé. Je vais vous parler de The Notebook, réalisé par Nick Cassavetes et sorti en 2004, avec notamment Ryan Gosling. Alors c'est un film, vraiment j'avais énormément d'attentes, parce que j'entendais parler un peu comme la comédie romantique du siècle, avec une histoire assez touchante, déchirante, tout ça. En fait j'ai carrément été déçu, vraiment je suis passé à côté de fou. En fait le plot est prévisible à des kilomètres, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop aimé. Et en fait il n'y a pas grand chose, on s'ennuie très vite, et je trouve que c'est assez chiant, quoi. Je suis désolé à ceux qui aiment The Notebook, parce que c'est un film qui est beaucoup apprécié, mais voilà, franchement j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai quand même mis 3 étoiles, c'est à la limite d'être pas terrible, quoi. Donc c'est un peu mon unpopular opinion de cette liste. Les autres que j'ai beaucoup aimé, mais alors celui-là j'ai trouvé un peu ça surcoté. Voilà, c'est dit, c'est pas nul, mais je trouve ça un peu surcoté pour ce que c'est. Et je vais pas en parler plus longtemps parce que j'ai pas grand-chose à dire dessus. Pour le dernier film de cette liste, je vais vous parler d'une comédie romantique, encore une fois, que j'ai pas trop appréciée. Mais comment dire, je suis assez partagé, c'est un peu dans l'entre-deux.
Je parlais de Mamma Mia, sorti en 2008 et réalisé par Philila Lloyd. Alors c'est un film que j'entendais beaucoup parler, forcément c'est très très connu, de par ses musiques que par ses chorégraphies. C'est une comédie musicale, alors j'ai pas de mal avec les comédies musicales, hein, c'est un genre que j'aime plutôt bien. Mais j'ai pas trop aimé tant que ça, j'ai mis quand même 3,5 sur 5, je pense que j'ai été gentil. J'ai aimé les musiques, je les ai à peu près toutes supportées, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça dingue. Et je pense que le côté trop poussé de la comédie musicale, c'est un peu ça que j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé assez long et j'avais qu'une note, c'est que ça se finisse. Donc forcément, ça aide pas à l'appréciation du film. Je pense que je la reverrai un jour. Parce que là, j'ai lu en novembre, c'est peut-être pas la bonne période pour le voir. Je pense que je la reverrai en été, un peu dans la vibe du film. C'était pas nul, mais je trouve que c'est un peu mal vieilli et que c'est assez surjoué. Vous allez me dire, c'est un peu le principe d'une comédie musicale. Alors, j'ai pas trop aimé sur le moment. Je pense que je le reverrai parce que c'est un genre de film où je lui donnerai une seconde chance pour voir si j'apprécie mieux ou pas. Mais voilà, Mamma Mia, c'est un film très connu, je pense que beaucoup de gens l'ont vu et ça parle à pas mal de monde. Mais c'est pas non plus le truc que j'ai trouvé le plus dingue. Et en termes de comédie romantique, bah, j'ai vu mieux, quoi. Maintenant que je vous ai parlé des films les plus connus, donc à peu près une dizaine, dans le genre comédie romantique, je vais vous parler de mes préférés. Alors j'en ai quand même cité précédemment, mais ils rentraient pas non plus dans mes préférés of all time. Là j'en ai choisi à peu près 8 qui me sont vraiment très chers et qui ressortent vraiment du lot. Donc c'est pour ça que je les ai mis à part des plus connus. Ça sera peut-être des films qui vous parleront moins, mais c'est quand même des films qui restent assez connus et qui restent très très beaux dans le genre dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vais donc commencer par parler de Chungking Express, réalisé par Wong Kar-wai, sorti en 1994, qui est un film que j'ai adoré. Alors, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, dont je parlerai un petit peu par la suite aussi. C'est franchement très très beau, c'est du très très beau cinéma. C'est un réalisateur qui aborde l'amour et les relations un peu, comment dire, entre individus d'une manière assez particulière, il a son style à lui. Et dans Chungking Express, c'est à la fois très beau, en plus d'être simple et naturel. Ça va pas dans l'extravagant, ça reste simple, ça raconte des choses assez simples, mais c'est très beau en termes d'histoire, comment c'est raconté, les effets de caméra, enfin bref, la BO aussi qui est exceptionnelle. C'est un film qui a une ambiance assez mélancolique et qui nous évade instantanément. Ça dure 1h40 et franchement du début à la fin ça nous porte sur ces histoires, sur ces deux histoires plutôt qui sont racontées. Et franchement c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4,5 sur 5. C'est à la limite de la perfection quoi. Et c'est un film que je pourrais revoir sans problème évidemment. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique visuellement. Au niveau du son aussi, enfin, au niveau de l'histoire, c'est vraiment très beau de A à Z, quoi. C'est beau dans l'ensemble, c'est magnifique, quoi. Donc évidemment, ça m'a donné envie de voir ces autres films parce que du coup, c'est le deuxième film que j'ai vu de lui. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un peu une petite claque. Quand tu ressors, t'es là, t'es en mode ah ouais, c'est déjà fini, c'est passé trop vite, quoi. Donc voilà, pour ceux qui veulent un peu découvrir du cinéma asiatique, je vous conseille évidemment le cinéma de Wong Kar-wai ainsi que ses films dont je vais parler ici. Et c'est franchement du très 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 beau cinéma. Je vous parlais précédemment du cinéma de Wong Kar-wai et de Chungking Express. Là maintenant, je vais vous parler de In the Mood for Love, réalisé par la même personne, sorti en 2000, et qui est le premier film que j'ai vu de lui. Alors je pense que je vais pas me faire choper si je dis que c'est le meilleur film romantique of all time. C'est vraiment très beau, c'est comme Chungking Express, c'est magnifique. Je l'ai découvert un peu parce que j'en entendais beaucoup parler, et évidemment t'as un peu la crainte de pas aimer et de passer à côté. Mais au final, c'était claque immédiate. 4,5 sur 5 la première fois. Donc franchement, c'est pour un premier visionnage, c'est énorme. En fait, c'est pas une histoire d'amour comme on a l'habitude de voir. Ça va au-delà de ça. Et c'est une romance entre deux personnages qui se posent beaucoup de questions. J'ai pas trop envie d'en dire parce que j'aime pas trop résumer des films. Je préfère vous faire découvrir les films par les titres et ce que je dis. Mais en fait, c'est un film romantique qui se base beaucoup sur les rapports entre eux sans qu'il y en ait trop. Dans le sens où c'est un film romantique où il n'y a pas de scène de sexe, par exemple. Et c'est un truc qu'on voit habituellement dans les comédies romantiques ou dans les films un peu comme ça. Même si c'est sous-entendu, on sous-entend qu'il y a eu des scènes sexuelles. Mais là, dans le film, en fait, il y a aucune scène, il y a aucune scène érotique ni sexuelle. Donc c'est vraiment, ça se base seulement sur l'histoire d'amour entre ces deux personnages, qui est assez particulière évidemment quand vous allez voir le film. Mais c'est un détail qui vient pas rompre l'ambiance du film et ça casse pas le romantisme en fait pur de l'histoire qui est racontée. D'un point de vue technique, c'est pareil. C'est une colorimétrie que j'ai beaucoup aimé, avec des effets de caméra et vraiment des couleurs qui sont magnifiques. Des cadrages et des idées, vraiment ça te choque, ça te prend directement visuellement. Et évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la BO, qui est magnifique. C'est un film qui m'a vraiment transporté grâce à ça. Elle m'a tout de suite touché. Je pense que c'est aussi une des meilleures BO du cinéma, hein, sans grande difficulté. C'est une musique que j'écoute très 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 souvent et qui est dans ma playlist depuis le début, en fait, depuis que j'ai vu le film. C'est franchement une énorme claque visuelle et auditive
positive. Et c'est une histoire qu'on n'a pas vue 30 000 fois, quoi. Vu comment elle est racontée, vu comment elle est réalisée, c'est magnifique. Et c'est pour ça aussi que je l'ai revue une deuxième fois, un peu coup de tête comme ça. J'ai dit, mais attends, pourquoi je le regarderais pas une deuxième fois? Et ça arrive pas souvent, ça. J'avais envie. J'avais écouté la BO, je me suis dit, mais pourquoi pas le revoir? Et franchement, c'est toujours un plaisir de le voir. J'ai mis 5 sur 5 la deuxième fois. C'est le fait de l'apprécier à nouveau et de redécouvrir la musique, le cadrage, la colo. Enfin, c'est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux films du cinéma sans grande difficulté. Et c'est un film que je pourrais revoir, je pense, plein de fois sans modération et que j'ai dans mon top 4 sur Letterboxd par ailleurs. Je vais maintenant vous parler d'un film un peu moins romantique que les autres, ou du moins un peu moins good vibe. C'est un peu tout le contraire, mais ça fait quand même toute sa force. Je vais vous parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, réalisé par Michel Gondry et sorti en 2004, mettant au casting Jim Carrey et Kate Winslet, qui forment un couple un peu à la dérive, mais qui est magnifique et qui rend très très bien à l'écran. Alors je l'ai vu une première fois et j'avais pas tout compris, genre j'étais pas vraiment à fond dedans. J'ai mis 3,5 parce que j'étais un peu en mode bon bah sans plus quoi, c'est là, c'est cool, il y a des bons acteurs, c'est beau, c'est bien fait, mais j'avais pas eu ce truc qui m'a fait dire ah ouais ok c'est très cool. L'histoire elle est très originale, encore une fois j'ai pas envie de la raconter parce que je veux vous faire découvrir uniquement avec mes mots comme ça. C'est très bien pensé, c'est franchement très original. Le point négatif, il y en a quand même un, c'est qu'il y a parfois des lenteurs et ça peut faire décrocher et je pense que ça participe aussi à cette rupture on va dire amoureuse. Mais en fait voilà, j'ai bien aimé la première fois par les acteurs, par l'histoire et tout ça, mais j'avais pas non plus été transcendé et je l'ai revu une deuxième fois un peu plus d'1 an plus tard, voire 2, et là par contre j'ai mis 4,5 sur 5 avec le petit cœur. Et franchement le second visionnage il change tout parce que tu le réapprécies à nouveau et t'es plus dedans, tu sais ce qui se passe, mais du coup t'es plus touché et t'es mieux emporté je trouve la deuxième fois. Les longueurs elles se font tout ressentir et je pense que ça restera ce que c'est dans le film, mais Michel Gondry il a fait vraiment un énorme film avec ça, avec des acteurs exceptionnels, et c'est un film avec tellement de dialogues que tu pourrais garder en citation. Enfin c'est magnifique comment c'est écrit, et c'est un film par contre qui est destructeur et réconfortant à la fois. Je pense que c'est pas le genre de film à regarder à la Saint-Valentin, évidemment faut peut-être éviter celui-là, mais c'est franchement un très bon film romantique et je pense qu'il mérite clairement sa place dans les plus connus, dans les classiques un peu, et forcément donc dans mes préférés. Je vais maintenant vous parler d'un autre teen movie, comme précédemment, avec Joseph Gordon-Levitt par exemple, qui est sorti en 2009 et qui est réalisé par Mark Webb. Je vais vous parler de 500 Days of Summer, donc qui est une comédie romantique assez originale aussi, surtout grâce à son montage, qui prend en fait 500 jours de la vie de deux personnes et qui un peu les met dans n'importe quel sens. Enfin, c'est pas linéaire, on suit des jours pas dans le bon sens entre guillemets, c'est un peu à n'importe quel moment de leur relation, de leur vie quoi. Et en fait c'est ça qui est original, c'est que tu suis pas un truc un peu classique et tu vas un peu à la fin, au début, au milieu, enfin tu suis leur histoire à différents stades et c'est pas un truc classique que tu as de voir. Donc je l'ai vu 2 fois, j'ai mis 2 fois 4 étoiles avec un petit cœur parce que c'est un film qui m'a beaucoup touché, que ce soit au niveau de l'histoire que les dialogues entre les personnages. C'est réconfortant en fait, c'est un mélange d'amour, de bonheur, de tristesse. C'est drôle aussi, enfin il y a beaucoup de sentiments qui te traversent pendant le film. Et en fait c'est un point de vue aussi qui est intéressant, c'est d'avoir les deux ressentis des personnages et de voir qu'ils ont une vision très différente l'un de l'autre. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est que entre ça et le montage pas linéaire, ça fait un mélange assez spécial qui se fait bien ressentir. Et la deuxième fois, j'ai un peu eu les larmes aux yeux, ce qui n'était pas arrivé la première fois. J'ai pu le voir au cinéma, donc la deuxième fois, et c'était vraiment exceptionnel, entre guillemets, de voir un peu ce film sur le grand écran, et ça a participé notamment à mes réactions, à mes sentiments. Et voilà, c'est une très bonne comédie romantique que je conseille, qui fait du bien. C'est court, c'est avec des bons acteurs, c'est beau. Enfin bref, c'est pour ça que c'est dans mes préférés aussi, c'est que c'est vraiment, ça m'a touché la première fois et la deuxième pareil, encore plus comme je vous le disais. Je peux que conseiller 500 Days of Summer. Pour changer un peu de registre et de comédie romantique, je vais vous parler de Moonrise Kingdom, alors qui est sorti en 2012 et réalisé par Wes Anderson, le grand. J'aime beaucoup ce réalisateur et c'est mon film préféré de lui. Je l'ai vu 2 fois, donc la première fois j'ai mis 4 sur 5 avec le petit cœur et c'était vraiment coup de cœur instantané. C'est vraiment le film qui me fait du bien la première fois et que je note bien parce que franchement c'est trop bien à voir. C'est original, j'ai beaucoup aimé l'histoire et les personnages. Donc ça c'est un peu un truc personnel. C'est qu'en fait j'aime beaucoup les films qui mettent des enfants au premier plan, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'adultes, dans le sens où les enfants peuvent très bien être des héros à eux seuls et qu'il n'y a pas besoin d'adultes pour intervenir. Et c'est un peu ce genre de film là que j'aime bien et qui est notamment le thème de Moonrise Kingdom. Donc pour vous faire court, c'est en fait ces 2 enfants qui vont un peu échapper à leurs parents et un peu au monde adulte pour s'échapper, un peu vivre ensemble leur histoire quoi.
Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit bien plus le couple de personnages entre guillemets qui fugue dans une esthétique encore une fois très belle. On connaît Wes Anderson pour ça. Et franchement c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que t'as cette fugue et cette envie de partir. À cet âge-là en plus c'est assez original de voir des enfants se débrouiller comme ça. C'est un peu un film qui m'a fait penser aux enfants de Timpleback, un film français qui est sorti il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé aussi et qui mettait encore une fois des enfants qui géraient leur vie tout seuls sans adultes. Et je trouve ça trop fun de voir des films comme ça qui changent un peu du genre habituel. Donc comme je disais, c'est mon film préféré de Wes Anderson. Je l'ai vu une deuxième fois en salle. J'ai mis 5 sur 5 parce que là c'est vraiment, encore une fois, là, le voir en salle de cinéma ça change tout. Je ferai que de le répéter, mais si vous regardez un film en salle, vous allez bien plus l'apprécier que sur petit écran. Et pareil, en fait c'est une histoire que je me suis pas lassé de revoir. En fait je l'ai vu 2 fois, mais ça m'a pas dérangé de redécouvrir ça, alors que je me rappelais de quasiment tout. Enfin, je trouve ça très beau visuellement, très beau dans l'histoire. La BO, je me rappelais pas qu'elle était aussi belle et franchement, je l'ai mis dans ma playlist aussi. Et pareil, il y a des dialogues que j'ai écrits sous mes reviews parce que c'est magnifique encore une fois sur tous les points. Et c'est une comédie, enfin c'est pas une comédie romantique à proprement parler, mais c'est un film romantique, ou plutôt une histoire d'amour entre deux persos qui change de ce qu'on voit d'habitude, surtout parce que c'est des enfants et qui sont, ils ont une dizaine d'années quoi. Pour l'antépénultième film de cette liste de mes films préférés, je vais vous parler d'un film que j'ai parlé tout à l'heure, du réalisateur Richard Curtis, sorti en 2013. Je vais vous parler de About Time, donc Il était temps en français, qui est une histoire d'amour vraiment très particulière, encore une fois. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce genre-là. Alors je l'ai regardé un peu au pif parce que je connaissais pas vraiment, j'avais juste entendu parler sur les réseaux, je crois. En fait, j'ai terminé le film et franchement, grosse claque, j'étais ému comme jamais. Enfin, j'étais ému tout le long, mais alors à la fin, ça te destroy un petit peu. Et je pensais pas du tout que le film me plairait autant et qu'il me ferait passer par autant d'émotions. C'est un peu la grosse surprise, étant donné que je ne savais pas ce que ça racontait, ou du moins j'avais un peu le concept en tête sans savoir ce qui se passait dedans. J'ai trouvé l'histoire très belle, très touchante et mature. Franchement, c'est une très bonne comédie romantique qui est pas cucu du tout, quoi. Le concept est très original, un peu un concept de voyage dans le temps. Et en fait, j'ai été absorbé par ce côté un peu fantastique et réaliste à la fois. Et je voulais pas qu'il se finisse. En fait, c'était tellement bien que quand c'est fini, tu t'es ému par le film et t'es ému par le fait que c'est fini, quoi. Il faut passer à autre chose, entre guillemets. Et j'ai adoré cette histoire d'amour. Franchement, ça sort vraiment du lot par rapport aux autres. J'ai mis 5 sur 5 directement parce que j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'aimerais bien revoir d'ailleurs parce que j'ai tellement apprécié la première fois que très envie de le revoir, quoi. En fait, c'est vraiment un film sur l'amour qui te dit, punaise, c'est magnifique, quoi. Quand c'est bien fait, c'est super beau et t'as envie de limite vivre ce qu'ils vivent. Enfin, tu vois, c'est un très bon film que je conseille, qui est dans mes films préférés, donc romantique, comme vous l'avez compris. Et franchement, je peux que le conseiller. Regardez About Time. Pour l'avant-dernier film de mes préférés, je vais vous parler de The Lobster, sorti en 2015 et réalisé par Yorgos Lanthimos, un réalisateur grec que j'aime beaucoup, qui a notamment fait Pauvre créature, Kind of Kindness, Bugonia, enfin bref, c'est un réalisateur qui est très très fort et qui fait pas mal de films. Alors The Lobster, je pense que c'est le film le moins comédie romantique de ce podcast, dans le sens où c'est pas une histoire d'amour auquel on pourrait penser. Je l'ai mis dans cette liste parce que c'est un de mes préfs et que ça raconte une histoire d'amour, mais c'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est très différent et c'est spécial. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, même si je le conseille énormément. Évidemment, c'est un de mes préférés. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. C'est un sens aussi que j'aime beaucoup. Enfin bref, c'est un film qui est particulier pour raconter une histoire d'amour, mais si on accroche, c'est coup de cœur instantané. Donc j'ai mis 5 sur 5 avec le petit cœur. C'est vraiment comme pour le précédent, quoi. Je l'ai vu la première fois, j'ai fait ok. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est original. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler et j'étais intrigué par cette couverture, mais c'est quand même assez original pour raconter une histoire d'amour. On pourrait pas se dire que c'est une histoire d'amour avec un titre et une affiche pareille. Alors c'est une histoire un peu absurde, faut aimer, il faut accrocher à ce genre-là, mais c'est très profond et c'est bien écrit et ça va plus loin qu'on pourrait penser. Encore une fois, j'ai pas envie de le résumer parce que faut découvrir des films sans voir ce que ça raconte, c'est important. Et j'ai adoré, par exemple, les personnages, notamment celui de Colin Farrell, qui est le personnage principal, et qui est franchement très fun. Enfin, c'est un concept qui est ouf et qui, je trouve, on parle pas forcément beaucoup du film, alors qu'il est très très bien dans ce genre-là, quoi. Donc j'avais adoré Pauvre créature, qui est le premier film que j'ai vu du réal, et je compte bien évidemment voir toute sa filmo. Là, j'en suis à la moitié à peu près. Mais franchement, voilà, The Lobster, pour ceux qui veulent, sortir en 2015, ça se regarde tout seul. Si on accroche évidemment à l'absurde, mais entre mélange d'absurde et amour, franchement, c'est le mélange qu'il me fallait et c'est le film parfait pour décrire ça, je crois.
pour finir de vous parler de mes comédies romantiques préférées. J'ai parlé d'une comédie romantique française sortie en 2019, réalisée par Hugo Gélin et mettant notamment en avant François Civil et Joséphine Japy, deux acteurs que j'aime beaucoup. Donc c'est Mon Inconnu, le titre du film. J'ai mis 4 sur 5 avec un petit cœur. C'est une histoire que j'ai tout de suite beaucoup aimée. Recommandée d'ailleurs par Bloopers sur Insta. C'est un film que j'entendais parler donc depuis un moment grâce à eux. Et je me suis dit pourquoi pas parce que ça a l'air vraiment sympa. C'est des acteurs que j'aime bien. C'est un film français donc voilà franchement pourquoi pas. Alors ça dure 2 heures et c'est vraiment le temps parfait. J'ai pas vu le temps passer en fait. C'est ça le truc. C'est que ça dure 2 heures, ça raconte une histoire d'amour et en fait tu vois pas le temps passer et quand c'est fini tu te dis ok c'est déjà fini. Et c'est un peu comme avec About Time quoi. Tu te dis non j'aurais voulu en avoir plus. Donc les personnages j'ai beaucoup aimé, vraiment les situations ça peut aller du drôle au touchant au gênant, enfin bref ça te fait passer par plusieurs émotions. C'est un film réconfortant en fait qui te fait passer par plein d'émotions différentes et c'est ça qui est fort et que j'aime beaucoup ressentir quand je regarde une comédie romantique ou du moins un film d'amour. Et en fait c'est pas cliché, c'est pas ringard non plus, c'est assez nouveau, c'est assez frais et sa vision de l'amour par Hugo Gélin c'est franchement très beau à voir. Le film il m'a aussi réconcilié avec Benjamin Laverne qui joue le meilleur pote de François Civil dans le film, qui est un acteur du coup que j'avais pas apprécié dans un autre film. Mais voilà, Benjamin Laverne, je me suis trompé sans en compte, j'ai vu un mauvais film avec toi, mais là pour le coup j'ai vu un bon film où tu joues un perso qui m'a bien fait rire. Donc voilà, ça m'a réconcilié aussi avec un acteur, et c'est important de se réconcilier avec les acteurs. Et le film, il y a évidemment une morale, parce que sinon ça serait pas marrant, c'est que quand on perd quelque chose ou quelqu'un, en fait on se rend compte qu'on a de la chance, et qu'on a de la chance de l'avoir. Donc voilà, c'est que quand on le perd, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas assez profité entre guillemets de ça. Donc voilà, je peux que le conseiller. Mon Inconnu, c'est sorti donc en 2019. C'est très bien. Si vous aimez François Civil, vous allez adorer. Et franchement, c'est une très belle histoire d'amour. Maintenant que je vous ai partagé les films les plus connus dans le genre ainsi que mes préférés, je vais parler de quelques films plus anciens qui ne vous parleront certainement pas. C'est des films sortis donc entre 57 et 66, c'est des films qui remontent un petit peu, mais qui sont vraiment très cool et qui racontent des histoires d'amour. Je vais commencer par The Crane Are Flying, donc mon accent est terrible, vous m'excuserez. C'est un film réalisé en 1957, réalisé par Mikhail Kalatozov, donc c'est un film russe de post-seconde guerre mondiale et qui raconte une histoire vraiment qui est magnifique. Alors j'ai mis 4 étoiles sur 5, j'ai beaucoup aimé cette vision des choses. C'est un film qui a pas du tout mal vieilli. On pourrait croire qu'en 1957 c'est un vieux film, mais franchement ça a été hyper bien restauré. On croirait pas un film aussi ancien. Donc voilà, c'est un film que je conseillerais pour ceux qui veulent plus s'intéresser au cinéma un peu d'époque dans ce genre-là. Parce qu'en fait c'est un film qui traite donc de la guerre. Il y a des plans qui sont vraiment magnifiques, t'as des propositions et des cadrages qui sont vraiment sublimes. C'est un film qui est très beau, beaucoup dans sa forme. En tout cas j'ai beaucoup plus préféré sa forme que son fond, mais la musique c'est pareil en fait, c'est un ensemble image-son qui est très beau et qui est magnifique pour un film comme ça. Et évidemment j'ai eu un coup de cœur pour la scène du bombardement qui rend magnifique et qui fait ouvrir les yeux quoi. C'est magnifique pour un film de cette époque et qui a vraiment, je le répète en fait, ça fait un peu forceur, mais ça a pas du tout mal vieilli et c'est un film que j'aimerais faire découvrir, d'aller au-delà de se dire ok c'est un film russe des années 50, c'est pas ouf. En fait c'est magnifique et faut aller au-delà de ses préjugés et de ses a priori sur ces films-là, parce que c'est vraiment très beau et une très belle découverte. Je vais maintenant vous parler de Une femme est une femme, réalisé par Jean-Luc Godard et sorti pendant la Nouvelle Vague en 1961. Donc Jean-Luc Godard, c'est un réalisateur franchement pionnier de la Nouvelle Vague, qui a fait beaucoup de films, étant donné que c'est vraiment un des plus connus. Je pense un des réalisateurs français aussi les plus connus de l'histoire du cinéma. Et donc Une femme est une femme, c'est le 3e film que j'ai vu de lui et j'ai beaucoup aimé. Alors pour l'histoire, j'avais vu en premier Le Mépris avec Brigitte Bardot que j'avais beaucoup aimé. Franchement, pour un premier Godard, c'est assez accessible. Mais par contre, j'ai vu À bout de souffle après. Et là, j'ai pas du tout aimé, alors que c'est un peu son classique à lui, quoi. Passons cette anecdote, j'ai regardé donc Une femme est une femme, en étant un peu craintif, étant donné que j'avais beaucoup aimé l'un et pas aimé l'autre, je m'étais dit, ça va passer ou ça va casser, quoi. Et pour un film donc sorti en 61, très avant-gardiste, avec des thèmes très osés, et une histoire qui était plutôt tabou dans cette France des années 60, qui est l'histoire d'une femme qui interagit avec 2 hommes, à peu près au même stade, et c'est un peu l'histoire de tromperie à cette époque-là, et c'est un thème qu'on voyait très peu, parce que c'était pas du tout normal, entre guillemets. C'était pas du tout commun à cette époque et c'était comme tabou, comme j'ai dit précédemment. Alors c'est un peu spécial, c'est un peu de Jean-Luc Godard. J'ai quand même beaucoup aimé les sound effects et la BO. Alors les dialogues, c'est je pense ce que j'ai préféré par-dessus tout. Je voulais en noter beaucoup, mais malheureusement, quand je regarde un film, j'ai pas tellement le temps de noter les citations et les dialogues que j'entends. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux dialogues et une écriture qui est très belle à ce niveau-là. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors ce qui est aussi drôle, c'est que Godard il fait des refs à ses propres films dedans. Et ça c'est très drôle parce que quand tu as vu les autres, tu te dis ok c'est un petit clin d'œil à lui-même et c'est vraiment très sympa.
Et donc, sur les nombreux films qu'il a pu réaliser, je compte voir les autres évidemment. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu cette crainte de aimer, pas aimer. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre pour l'instant. Et sur les 3 que j'ai vus, bon, j'en ai aimé 2 sur les 3. Mais voilà, donc Une femme est une femme, Jean-Luc Godard, réalisateur vraiment pionnier de la nouvelle vague, comme je le disais auparavant, que je conseille aussi évidemment pour commencer si vous voulez découvrir son cinéma et son style. Maintenant, je vais vous parler d'un film sorti en 1961, pareil comme le précédent, réalisé par Blake Edwards, donc on revient un peu côté États-Unis, avec Diamant sur canapé. Donc c'est le titre du film en français, le titre en anglais étant Breakfast at Tiffany's, que je trouve bien moins vendeur. Diamant sur canapé, donc je l'ai découvert grâce à France TV. Je suis tombé dessus et le titre m'intriguait. Et c'est un film avec Audrey Hepburn, donc une actrice que j'avais jamais vue, que je connaissais mais que j'avais pas vu de film avec elle. En fait, c'est un film que je pensais pas autant aimer. Le titre, on pourrait se dire, ouais, Diamant sur canapé, c'est quoi ton truc? Mais franchement, j'ai été beaucoup surpris par le fait que le film n'est pas du tout mal vieilli. Genre, c'est vraiment un film qui vieillit bien et qui peut-être est meilleur au fil des années. C'est tant au niveau de l'histoire que des couleurs. Alors, les couleurs, évidemment, c'est grâce à Technicolor, qui était une technologie pour colorer les films à l'époque. Des couleurs que j'ai trouvées vraiment belles tout le long du film. Je m'attendais pas non plus aussi à ce que c'était aussi drôle, parce que c'est vrai que ça a pas l'air vu comme ça. Mais c'est vrai que c'est l'histoire d'une femme assez particulière, un personnage assez particulier, peut-être un peu détestable parfois, mais qui m'a beaucoup fait rire. Et franchement, c'est un film que je pensais pas me faire autant rire. C'est une belle petite découverte que j'ai vue en ce début d'année 2026. Et franchement, je le répète, mais si le titre était pas en français, j'aurais peut-être pas regardé, parce que c'est vrai que Diamant sur canapé, ça m'a tout de suite intrigué. Et c'est un film que je conseille parce que ça n'a pas du tout mal vieilli, encore une fois. Tant au niveau de l'histoire que des couleurs, je le conseille vraiment de le regarder et de découvrir un film d'amour, ou plutôt une histoire d'amour de cette époque-là. Pour l'avant-dernier film de ce podcast, je vais vous parler de Le Mépris, réalisé par Jean-Luc Godard, sorti en 1963. Donc Le Mépris, je vous en ai parlé tout à l'heure, comme le premier film que j'ai vu de lui. Et en effet, j'ai vu ce film pour commencer sa filmo, parce que c'est un peu un réalisateur iconique et incontournable du cinéma, et plus particulièrement du cinéma français. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé découvrir son style et sa manière de voir les choses. Il y a des très beaux plans dedans, auxquels on a le temps de s'y attarder, qui durent un petit moment, et auxquels on a le temps de vraiment contempler. Alors c'est pas un mauvais jeu de mots par rapport au titre anglais, mais c'est vraiment un très beau film visuellement, qui raconte une histoire un petit peu particulière. Enfin, en fait, c'est un film sur un film. Donc c'est un concept que j'aime beaucoup au cinéma, les films qui parlent d'autres films, ou du moins qui raconte le tournage d'un autre film, en mettant à l'honneur Fritz Lang, qui est un réalisateur qui existe vraiment, enfin qui a vraiment existé en tout cas. Alors la BO, elle est très belle aussi, sauf que le petit problème avec Jean-Luc Godard, c'est qu'il la fout un peu à des endroits un peu random, et c'est vrai que c'est un peu le côté qui a mal vieilli du film, c'est qu'elle apparaît un peu n'importe comment, elle dure pas trop longtemps, enfin c'est un peu spécial à quel point elle est utilisée dans ses films, notamment pour celui-là. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Le Mépris, et c'est un film qui m'a donné envie de voir les autres, étant donné que j'en ai vu 2 de lui par la suite, donc j'en ai vu 3 en tout aujourd'hui, et je compte bien en voir d'autres, parce que celui-là m'a vraiment beaucoup plu. J'ai même acheté le DVD. Pour le dernier film de ce podcast, je vous parlais de Un homme et une femme, réalisé par Claude Lelouch, sorti en 66. J'ai une petite anecdote à propos de ce film, c'est qu'en fait, le Pâté l'a repassé pour un anniversaire, je crois, ou une occasion spéciale. Et en fait, j'ai pris ma séance, un peu comme d'habitude, où je regarde pas forcément le résumé ni la date. Je prends un peu si l'affiche m'attire, si le titre me donne envie. Et en fait, c'est un film que j'ai pris sur un coup de tête. Vraiment, j'ai pris ma place et je me suis dit tel jour, telle heure, j'y vais. Et puis voilà. Et en fait, je ne savais pas du tout qu'il datait de 66. Autant dire que quand je suis arrivé là-bas, en fait, je pensais que c'était une sortie récente, ou du moins un film un peu niche, quoi. Et au final, en fait, je me suis retrouvé dans la salle et là, je me suis rendu compte qu'il datait de 66. Donc c'est un peu une petite surprise. Oui et non, parce qu'en fait, je regarde comme beaucoup de films anciens. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout cette... c'était vraiment la grosse surprise de voir que c'était un film qui datait d'un moment qui est repassé au cinéma, en fait. Donc voilà pour la petite anecdote. Autant dire que c'est un film qui m'a fait vraiment une surprise de A à Z. Donc, pour mon avis sur le film, j'ai pas vu le temps passer du tout et je pensais pas autant aimer, parce que forcément, j'étais un peu allé sur un coup de tête, comme je t'ai dit, et je pensais pas m'attendre à ça. Alors, c'est assez original comment c'est raconté, parce que c'est beaucoup d'images et en fait, pas forcément des mots, quoi. C'est plus visuel que textuel. Mais quand c'est textuel, les dialogues ils sont très bien écrits, très doux, et c'était très beau à écouter et à voir. En fait, c'est l'exemple de film, comme j'ai cité précédemment, qui donne envie d'écrire des citations tellement, des dialogues tellement que c'est beau et que c'est bien écrit, quoi. Pareil, les musiques étaient vraiment belles et ça m'a beaucoup plu. Ce mélange visuel, textuel, auditif, enfin bref, c'était très beau. Je finirai même, je pense, cette petite review avec la citation que j'ai écrite sur mon Letterboxd, qui est vraiment très belle. Les deux personnages qui parlent, il y en a un qui dit à l'autre: dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit que c'est du cinéma.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? L'autre y répond, je ne sais pas, peut-être parce qu'on n'y va que lorsqu'on va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand on va mal? Pourquoi pas? Donc je trouve ça très très beau, très très bien écrit. Une citation sur le cinéma, c'est c'est un peu obvious pour moi, étant donné que j'aime beaucoup et je trouve ça très beau et très magnifique de dire ça et de penser ça, enfin d'avoir pensé à écrire ça. Et donc voilà, c'est sur cette citation que mes recommandations se terminent. J'espère que ces 3 types de listes, donc en commençant par les plus connus, mes préférés et les plus anciens, vous auront fait découvrir des titres, sachant que plus on a avancé dans ce podcast, plus les titres étaient moins connus, ou en tout cas moins mainstream. J'espère que certains d'entre eux vous donneront envie et que vous les regarderez s'ils vous tentent. Encore une fois, c'est purement subjectif, hein. Les tops et les listes sont entièrement écrites par moi. Je me base uniquement sur les films que j'ai vus, sur ceux que j'ai aimés et sur ceux que je considère censés à vous parler, à vous expliquer, à vous donner mon avis dessus. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Si vous en avez vu certains d'entre eux, je serais ravi de vous avoir fait découvrir des trucs. Surtout si c'est dans les derniers films, dans les moins connus, en tout cas les plus anciens. Parce qu'il y a vraiment des pépites, il ne faut vraiment pas s'arrêter à la date et au pays dans lequel c'est réalisé. Parce qu'il y a vraiment des très beaux films auxquels on passe à côté en pensant que c'est nul alors que c'est très très bien. Donc voilà, je vous invite vraiment à revoir peut-être les plus connus, passer par les plus, par les moins connus et ensuite aller vraiment dans les moins mainstream, quoi. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram SML Productions, ça me ferait beaucoup plaisir et puis il y a pas mal de choses qui se passent là-bas, ou à mon Letterboxd SML Movies, ça bouge pas et vous pouvez retrouver tous les films que j'ai parlé ici sur l'application. Bref, on se dit à plus et j'espère que cette petite sélection de films vous donneront envie en ce mois de février.